le parent conscient. Voilà le titre que j'ai souhaité donner à cet épisode qui, vous allez voir, est une véritable invitation à se poser et à être. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et tous les mardis, je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent, qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, et à différentes techniques de développement personnel. La combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois Khadija Benani. Ce n'est pas un choix anodin pour ce premier épisode que je voulais comme une introduction à ma vision de l'accompagnement à la parentalité. Khadija, en plus d'être mon amie, je vais vous la présenter en toute objectivité, je vous assure. Khadija est une personnalité éminente dans l'accompagnement à la parentalité. Coach et conférencière, elle est reconnue pour sa vision honnête, ses outils humbles, son extrême douceur, vous allez le voir, et sa grande générosité avec laquelle elle accompagne depuis plusieurs années maintenant les familles. Formée à de nombreux outils de coaching, elle a notamment suivi le long cycle d'instructeur auprès du Dr Shifali, célèbre auteur de l'ouvrage Conscious Parenting. Basée à Casablanca, au Maroc, elle propose des accompagnements individuels, mais aussi collectifs, à des groupes de parents sur des ateliers ou des cycles suivis à distance. Également en présentiel, mais on attendra quelques mois, j'espère juste quelques mois pour pouvoir en reparler. Dans cet échange, Khadija nous parle de son cheminement, du cheminement qui l'a amené à accompagner la parentalité de cette manière-là. Elle nous parle de la posture, de l'importance de la posture pour permettre aux parents de trouver sa voie. Elle nous parle aussi des pièges que j'appellerais l'éloge de la parentalité paillette, qui fait penser qu'avec un petit peu d'effort, tous les parents peuvent être zen et épanouis. Quelle idée! Je vous retrouve après cet échange qui, vous verrez, incarne la douceur et invite à faire une pause ici et maintenant. Malgré la qualité moyenne de l'enregistrement, et alors là je m'en excuse véritablement, vous devriez entendre nos sourires et notre immense gratitude de nous retrouver à parler pour ce premier épisode du podcast Être un parent. Bonjour Khadija. Salut Lika. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, mais comment vas-tu? C'est une question qui demande beaucoup de temps pour la réponse. Ces temps-ci, il faut beaucoup de temps pour la réponse complète. Oui, c'est vrai. Comment tu pourrais me répondre sans trahir la vérité? Ouais. Alors, comment je vais? Je suis présente, je suis vivante. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et j'observe la difficulté que je vis et que d'autres personnes vivent en même temps. Donc, beaucoup de compassion pour tous ces gens et pour moi-même aussi. Oui, merci. Alors, je suis tellement heureuse de t'accueillir aujourd'hui, de discuter avec toi aujourd'hui pour introduire ce nouveau podcast. C'est, comme tu sais, un podcast que j'ai en tête depuis quelques mois, que tu as aussi en tête parce que le podcasting est quelque chose, enfin, en tout cas le podcast est un support que tu apprécies également, et quand je me suis dit allez, je me lance, et que je me suis demandé comment j'allais parler de l'identité, comment j'allais parler de ce que signifie le titre aussi, être un parent. Je voyais pas comment faire autrement que de t'inviter sur ce premier épisode pour échanger avec toi. Voilà, tu sais tout le bien que je pense de toi, et puis de la richesse qui est apportée par nos échanges, notre amitié, j'allais dire une amitié virtuelle, mais pourtant si intense, c'est une amitié 2020. Oui, exact. Tu vois, une amitié 2020. Et en fait, je vais un petit peu donner du contexte, mais on s'est rencontrés sur les réseaux.
Et vraiment, moi, je me questionnais déjà, je me demandais comment je pouvais amener ce que j'étais, la parentalité telle que je voulais l'accompagner sur un réseau social tel que Instagram pour le citer, mais sans non plus trahir la, voilà, la conscience que j'imagine et sans non plus rentrer dans quelque chose tu vois, de, de trop démonstratif, enfin je sais pas comment dire, mais quelque chose qui ne me correspondait pas. Et je suis tombée sur ton compte, le parent conscient, qui associe deux mots qui me parlent complètement, un titre que j'aurais pu donner, tu vois, aussi à l'identité que j'imaginais. Et là, je me suis dit, oh, ouais, je découvre ta page et on commence à échanger. Et spontanément, c'est toi, ouais, tu me demandes, est-ce qu'on pourrait s'appeler? Est-ce qu'on pourrait discuter? Je me dis, mais bien sûr, j'aurais d'ailleurs pu le demander. Et on a commencé à s'appeler, à échanger sur notre vision des choses, sur nos cheminements. Et on s'est retrouvés tellement à l'aise, tellement connectés que finalement, c'est une amitié. J'appelle ça une amitié fil rouge parce que maintenant, je vis avec toi. Enfin, tu vois, on se suit et c'est très, très, très agréable. Enfin, j'en parle de moi, mais comment tu l'as ressenti, toi? Je suis très touchée de tes mots parce que c'est ce que je ressens aussi. J'étais tellement heureuse de te trouver. Et c'est vrai que quand on parle des réseaux sociaux, aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses péjoratives, d'addiction, de superficielles, des choses qui peuvent être vraies, mais il y a aussi énormément de choses positives qui en sortent. Et notamment la rencontre de gens qui partagent des passions similaires et des parcours et des aspirations similaires. Et c'est vrai que dans ce que je fais, c'était un grand réconfort pour moi de te rencontrer, d'avoir avec moi une femme, une sœur de cœur qui partage voilà, cette passion de vouloir accompagner les parents dans une période tellement importante dans leur vie, dans leur existence. Et je pense que quel que soit le domaine, quand on se sent compris, on est réconforté. Oui. Et c'est ce que j'ai ressenti avec toi. Oui, et ça m'a donné énormément de courage pour continuer aussi. Oui. Parce qu'on peut être passionné, mais on peut bien sûr avoir beaucoup de doutes. Et c'est sympa, c'est de se reconnaître à travers l'autre. C'est vrai. Ça me parle, tu sais, je disais il n'y a pas très longtemps à mon mari d'être reconnu par quelqu'un que je reconnais, en parlant de toi, c'est rassurant. Ça ancre un peu plus dans ce qu'on est. Oui. Tu vois? Oui. Ouais. Et on fait des métiers où on travaille seul beaucoup de temps. On aide les gens, on est dans l'accompagnement, donc on fait des séances individuelles, on fait des ateliers de groupe, mais il y a beaucoup de temps où on doit travailler seul. Donc, être avec quelqu'un qui travaille de la même façon, c'est vrai que c'est rassurant, ça donne confiance, ça donne de la confirmation, et puis ça nous montre qu'on n'est pas obligé de tout faire seul, qu'on peut faire des choses ensemble, on peut garder notre individualité tout en étant dans le partage et dans le soutien. Complètement, oui. Bon, c'est sûr que les périodes, la période qu'on traverse n'a pas simplifié l'affaire, et que je pense que peut-être qu'on se serait rencontrés physiquement beaucoup plus tôt. J'habite à Paris, on doit le préciser quand même, mais j'habite en région parisienne, et toi, tu habites à Casablanca au Maroc. Oui. Alors c'est pas simple pour se rencontrer, mais ça viendra. Ouais, on a hâte. On a hâte. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses, avant de rentrer dans le détail de nos réflexions dans d'autres épisodes, mais que tu nous présentes un peu ton cheminement, ton parcours professionnel, ton parcours de maman, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui si bien, d'accompagner la parentalité.
Est-ce que tu peux nous raconter tout ce parcours riche? Alors, le plus dur pour moi, c'est de savoir par où commencer. C'est vrai. Parce que je pense que ça commence bien dans mon enfance. Et comme beaucoup de gens qui font des métiers de cœur, par passion, etc., ben c'est vraiment une histoire très ancienne où j'étais toujours dans cette sensibilité de observer les enfants, de me demander qu'est-ce qui fait qu'un enfant a plus confiance en lui qu'un autre. Et beaucoup de tendresse et de compassion pour les enfants qui avaient peur, qui n'avaient pas assez de courage pour affronter des choses. Donc j'ai toujours eu ce rôle, c'est-à-dire même quand moi-même j'étais pas encore adulte, j'ai aidé les enfants. Et en grandissant, c'était pas encore très très clair pour moi comment je voulais exprimer ce métier, mais je savais que j'aimais les enfants, ça c'est sûr. Donc j'ai étudié le développement humain, j'ai fait mes études un peu aux États-Unis, un peu en France, et j'ai étudié le développement humain et les sciences de l'éducation. Donc quand je suis rentrée au Maroc, j'ai travaillé au sein d'une école où pendant 4 ans j'étais avec des petits-enfants. Et c'était un grand bonheur pour moi. J'ai réalisé que les enfants, c'était nos plus grands maîtres. J'ai beaucoup appris avec eux. Je suis venue avec cette prétention que j'allais leur apprendre des choses. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'ils avaient tellement à m'apprendre eux-mêmes d'abord. Et ce qui m'a vraiment touchée, et la grande réalisation que j'ai eue dans ce passage dans le travail dans une école, c'était que j'étais très, très touchée, attendrie par des fois comment dire, la détresse des parents. Des fois, les parents venaient me voir à l'heure de la sortie pour me demander comment faire pour des choses aussi petites que peut-être les chamaillants de frères et sœurs ou des choses un peu plus embêtantes comme les pipis au lit qui durent trop, ou alors des choses un peu plus compliquées comme comment traverser un divorce, tout sans brimer les enfants. Et donc toutes ces questions qu'on me posait à moi, toute jeune avec pas beaucoup d'expérience, j'essayais de tout mon cœur de les soutenir tout en connaissant mes limites. Donc j'ai compris qu'en fait pour aider ces tout petits enfants, la plus belle chose que je pouvais faire, c'était d'aider leurs parents. Oui. Ce que j'ai vu, c'est que les parents, des fois, avec tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, ils peuvent faire des dégâts, mais vraiment sans le faire exprès. Tu vois, c'est pas. On tombe souvent dans cette dualité de. Il y a des bons parents, des mauvais parents. Quand un enfant est traumatisé ou brimé, c'est parce qu'il a eu des parents indignes, des missionnaires, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font de leur mieux et ils font des choses inconsciemment. Et j'ai compris donc que ma prochaine étape allait devoir être dans l'accompagnement des parents. Et en même temps, je suis tombée enceinte, donc quand j'ai poursuivi mes études dans l'accompagnement parental, c'était assez pratique pour moi-même, parce que j'étais en train de débuter une aventure très personnelle. Et effectivement, c'était beaucoup d'études et de théories, mais surtout beaucoup de vécu, beaucoup d'expériences vivantes. Et quand je suis devenue maman, tout s'est écroulé pour moi. Tout ce que je pensais comprendre sur la vie, sur la parentalité, sur ce que c'est qu'être une mère, sur ce que je croyais que les choses devaient être, tout s'est écroulé et c'était le plus bel écroulement de ma vie. Ah oui. Car j'ai eu l'opportunité à travers, je dis ça en rigolant aujourd'hui, mais c'était très dur et je pense que beaucoup de mamans pourraient se retrouver là-dedans, c'est que devenir mère, ça peut être très beau, c'est beau, c'est magnifique, on est heureux d'avoir un bébé bien sûr, mais ça peut être aussi émotionnellement et physiquement et spirituellement très éprouvant. Donc je suis passée par une période de grand questionnement, de grand deuil
aussi. Ouais, On parle ouais. beaucoup de naissance, de joie, mais il y a aussi dans ça la fin d'un cycle et beaucoup de deuil à faire et donc de possibilités de renouvellement. Pourvu juste qu'on puisse être assez curieux et humble pour se poser des questions et nous remettre nous en question. Ouais. Donc, dans mon chemin, donc, j'ai fait des formations qui étaient vraiment centrées sur le parent. Je savais que je ne pouvais pas, je n'étais pas à la quête d'une approche qui allait juste nous donner des outils pour comment faire pour que l'enfant nous écoute. Parce qu'il ne s'agit pas de nous simplifier la vie, donc de faire des enfants obéissants pour nous satisfaire. Il s'agit vraiment de comprendre que notre rôle est celui de créer un environnement pour que l'enfant puisse grandir résilient, confiant en la vie, pour pouvoir explorer la vie et avoir le courage d'être qui il ou elle est vraiment. Et donc, j'étais à la quête de ces approches qui sont un peu différentes et qui intègrent finalement des principes de base de la psychologie occidentale, mais qui intègrent tout autant des principes fondamentaux de la spiritualité, de la conscience. Voilà. Oui. Oui, oui. Voilà, donc ça a commencé par, en parallèle avec ma vie personnelle de maman, de découvrir ce rôle moi-même. J'ai commencé par accompagner les parents à travers des séances individuelles. Oui. Et ensuite, avec le temps, avec les années, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de thèmes récurrents et que quelle que soit la différence dans l'histoire, parce qu'on a tous des histoires uniques, il y a quand même des thèmes qui se rejoignent, quoi, qui font de nous que nous sommes une humanité commune. Et j'ai travaillé avec des gens vraiment de toutes sortes de backgrounds différents. J'ai travaillé avec des gens de milieux sociaux différents, de nationalités différentes, de religions différentes. Et il y avait toujours des thèmes communs. La nature de la parentalité, c'est, comme tu dis, c'est tellement rassurant de voir qu'on partage. C'est ça. C'est ça, il y a des principes universels et c'est très touchant parce que finalement la racine de notre souffrance c'est de croire qu'on est différent et donc de ne pas se comprendre et finalement quand on arrive à voir qu'il y a tellement, malgré toutes les différences qu'il y a justement des choses communes, ça permet des ponts, ça permet des ouvertures, de la communication et voilà, il y a tellement de possibilités de paix là-dedans. Oui. Et donc, je me suis dit, bon, la suite logique, après ces séances individuelles, c'est de rassembler ces parents. J'ai envie qu'ils entendent eux-mêmes leurs différents parcours pour comprendre, de un, que personne n'est parfait, qu'il ne s'agit pas de parents parfaits, d'être des parents parfaits, de deux, que chacun fait de son mieux, hein, et qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres parents comme nous qui vivent des difficultés, voilà, qu'on ne se sente pas seul. Surtout en tant que maman, je dis toujours, quand il y avait au début du confinement, je disais, c'est pas notre premier confinement, hein. Surtout les mamans qui viennent d'accoucher et qui s'enferment avec leur nouveau-né. C'est une forme de confinement. Et puis on est isolé et on se sent seul et on croit qu'on est les seuls pendant que tout le monde est dehors en train de travailler, en train d'avoir une vie. On se sent tout seul, mais en réalité, on n'est pas seul. Donc ces ateliers, c'était vraiment avec cette intention de donner à ces gens ce sentiment qu'ils ne sont pas seuls et que bien au-delà d'un contenu riche en informations, en théorie, c'est pas tant de ça qu'ils avaient besoin, mais plutôt d'une expérience où ils allaient être avec d'autres personnes, où ils allaient se sentir soutenus et bien sûr de les outiller, parce que tout le monde veut des outils, on adore les outils. Bien sûr, donc oui, des outils et moi, mon outil de base, mon outil fondamental, c'est la pleine conscience. Et c'est là où toi et moi, on se rejoint absolument. Oui. C'est un outil et en même temps, c'est une posture. Donc, ce que j'aime dans cette approche, c'est que elle ne dit pas aux parents quoi faire.
Parce qu'on ne peut pas dire aux parents quoi faire. Je trouve ça tellement prétentieux. Oui, Et puis, même si on a des outils qui marchent, si on leur dit voilà ce qu'il faut faire dans tel cas, voilà ce qu'il faut faire dans tel cas, même si ça marche, quelque part, ça enlève aux parents sa confiance en lui-même. Parce qu'il va continuer de croire qu'il y a des réponses dehors de c'est lui. ça. Et Ouais. si c'est soit Google, soit cet expert, soit d'autres personnes. Mais finalement, en réalité, moi, je comprends de plus en plus que mon travail, c'est pas tant de donner des réponses aux parents perdus, mais de juste les accompagner dans ce chemin de retrouver leur propre centre, C'est ça, leur propre complètement. vérité, et de faire confiance qu'ils ont les capacités d'élever leurs enfants, pourvu juste qu'ils prennent le temps de s'aimer et de s'accepter et de s'élever eux-mêmes. Complètement. Et tu sais, je pense que tu te reconnaîtras aussi. Moi, je dis souvent que dans mes accompagnements, un parent qui vient me poser une question, qui attend certainement une réponse, va repartir avec 3 autres questions. Parce que ce que m'éveille une question, c'est une autre question souvent. Ouais. Et ça, c'est très précieux que de voir que d'une question que le parent s'est posée, on va lui faire rechercher des réponses qui vont entourer finalement ce qu'il imagine de sa problématique, mais qui vont lui permettre, comme tu dis, de s'élever, quoi, de monter, de s'élever et d'identifier. Ouais. Oui, c'est ça. Quand je dis s'élever, effectivement, c'est pas qu'on est mal élevé et qu'on doit s'élever. C'est s'élever, vraiment, d'élever notre conscience, d'élever même ce à quoi on aspire. C'est-à-dire que très souvent, quand les parents viennent me voir pour que ce soit des séances individuelles ou que ce soit des ateliers, ils viennent avec certaines demandes. Des fois, ils pensent qu'ils sont à la recherche d'une réponse comme « qu'est-ce que je fais quand mon enfant n'arrive pas à dormir ou qu'il ne veut pas manger ses brocolis ?» Et finalement, en fait, ce qu'ils trouvent, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, j'ai envie de dire. Et de même libérateur, parce qu'on peut répondre à ces petits tracas du quotidien, mais ce ne sont que les branches finalement. Complètement. Et si on traite les branches, on peut les traiter, on peut enlever les mauvaises branches, mais il y en a d'autres qui vont repousser rapidement, parce qu'on n'est pas en train d'aller dans les profondeurs. Les racines. Voilà, donc c'est une approche qui invite à aller dans les racines. Et justement, dans ces racines, une fois que c'est là où on est, les branches, justement, on trouve les réponses nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, ma plus grande satisfaction, c'est quand le feedback que je reçois des parents, des mois après avoir assisté à mes ateliers, quand ils me racontent leurs anecdotes avec leurs enfants, et ils me racontent ce qu'ils ont fait eux, et c'est pas quelque chose que moi, je leur ai dit de faire. Je leur ai jamais dit fais ça. Voilà. C'est grâce à leur propre réalisation qu'ils ont su quoi faire. Parce que oui, tout le monde veut savoir quoi faire, mais et bien sûr, on est dans un monde où il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, j'ai un enfant qui ne veut pas se réveiller pour se réveiller le matin, il ne veut pas faire ses devoirs. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, nous devons adresser le faire. Je ne dis pas non. Mais en se focalisant que sur le faire, on reste dans quelque chose de très superficiel. On reste dans une approche de contrôle. On a envie de contrôler l'autre. Or, si on retourne le regard vers nous-mêmes et qu'on est dans l'être, comme ton titre l'indique si bien, le faire, il se fait vraiment naturellement. C'est sûr que, comme tu dis, il y a une partie de faire, une partie de passer à l'action. Bien sûr qu'il faut passer à l'action, il faut agir, surtout quand on a l'impression d'être dans une situation qui nous rend la vie dure, enfin, où on a l'impression que c'est compliqué, où on doit s'en sortir. Et dans la parentalité, bien sûr que ça arrive. Moi, je suis d'accord avec toi que faut aller chercher ce qui se joue là. Bien sûr, avoir des éléments, et c'est ce que tu apportes, c'est ce qu'on apporte sur le fonctionnement de l'enfant, parce que
on ne peut pas le deviner en tant que parent si on ne sait pas, si on ne s'est pas posé la question de comment un enfant, lui, agit et comment ça se passe pour lui dans son cerveau, au niveau de ses émotions, etc. Il faut aller chercher aussi, quand je dis l'être, c'est l'introspection de qu'est-ce qui fait que quand ton enfant il se met dans cet état, toi, ça te rend tant en colère. Qu'est-ce que ça vient interpeller dans la permission que tu laisses à ton enfant de se mettre en colère devant toi qui est son parent, donc l'autorité. Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça te rappelle peut-être? Quel schéma ça vient comme ça bloquer et d'aller chercher tout ça, de poser toutes ces questions-là, c'est ce qui va permettre d'agir en connaissance de cause, quoi, en connaissance de l'être. Et c'est tellement précieux. Ouais. Des fois, les parents, au début, quand ils sont exposés à cette approche, ils peuvent avoir de la résistance, et ce qui est tout à fait compréhensible. On a des parents qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus. Oui, bon, d'accord, l'introspection, je veux bien, d'accord, mais moi, quand mon enfant, il veut pas prendre son bain, je fais quoi? Moi, quand il veut pas se brosser les dents, qu'est-ce que je vais introspecter? Qu'est-ce que tu me racontes là? Clairement, oui. Mais c'est sûr. Justement, ce que je dis souvent aux parents, c'est si je me braque sur juste le fait qu'il ne veut pas se brosser les dents, je vais agir comme un parent pompier. Et un parent pompier, c'est le parent qui va toujours attendre qu'il y ait des problèmes pour les régler. Donc, il y a un feu, je l'éteins. Il y a un feu, je l'éteins. Il y a un feu, je l'éteins. Oh, c'est fatigant, ça. Oui, et c'est littéralement le burn-out. C'est qu'il y a trop de feu et on ne peut plus. Et c'est normal que des fois, on soit des parents pompiers. Des fois, on doit l'être. On est obligé de survivre certains moments. Il faut faire en sorte qu'ils arrivent à l'heure. Il faut bien qu'ils se brossent les dents, etc., etc. Donc oui, c'est normal. On n'est pas en train de dire qu'on est tout le temps zen et que tout passe... tout est dans le flow, tout est facile. Non, c'est pas toujours facile. Mais pourvu qu'on soit pas pompier, je sais pas, 20% du temps, pas tout le temps, et que les autres 80%, qu'on soit plutôt des jardiniers, qu'on cultive un environnement justement où à la base il n'y a pas ces conflits au quotidien. Et ça ne peut être possible que si on prend le temps justement d'observer ce paysage intérieur où on peut prendre, pas dans le vif du moment, pas dans un moment de conflit avec l'enfant, etc., mais de prendre des moments pour se poser la question. Qu'est-ce que ça a touché en moi quand je lui ai demandé, par exemple, pour rester sur l'exemple de se brosser les dents, qu'il ne m'ait pas écouté, qu'il a commencé à crier, qu'est-ce que ça a touché en moi? Et si on se permet d'explorer ça, on va certainement arriver à la réalisation que nous aussi, au fond de nous, il y a un petit enfant qui a envie d'être entendu, qui a envie d'être vu, qui a envie d'être reconnu et respecté. Et donc, quand mon enfant est en train de crier au lieu d'écouter ce que je lui dis, ben, c'est cette partie de moi qui est activée. Et quand cette partie de moi est activée, je ne suis plus disponible pour répondre aux besoins de mon enfant. Mon enfant, en réalité, de quoi il a besoin? Il a besoin d'apprendre l'importance de l'hygiène dentaire. C'est de ça qu'il a besoin au final. Mais je ne suis plus disponible pour lui apprendre ça parce que je suis activée dans la blessure de mon enfant intérieur. Complètement. Donc, en faisant ce travail sur moi, je me permets de grandir. Je libère mon enfant de la responsabilité de me faire sentir vu, entendu et valorisé. Ce n'est pas à mon enfant de me faire sentir ça. C'est à moi. C'est vrai. Et mon enfant n'est que un miroir, en fait, pour m'aider à voir toutes ces choses qui sont encore non résolues chez moi. Donc si je vois que chaque petit
t'accroches à chaque petite difficulté, comme le brossage des dents ou le moment du dodo, ou pour les adolescents peut-être d'autres choses. Enfin, de voir que ce ne sont que des invitations, des opportunités pour moi de régler des choses en moi, eh bien, c'est ce qui va permettre que mon enfant ait droit à un parent, un adulte en face de lui, qui va savoir répondre aux besoins de son enfant. Complètement. Ouais. Et je rebondis aussi sur le parent qui vient et qui espère, parce que c'est un peu la pub qu'on pourrait entendre de on va accompagner la parentalité pour amener une parentalité zen, tranquille, heureuse, épanouie. Il faut faire attention, je pense, à tous ces termes-là. En tout cas, moi, je fais très attention de ne pas les utiliser, ou en tout cas de faire attention comment je les utilise, parce que l'objectif, enfin, j'aime pas le mot objectif non plus, mais le chemin vers lesquels, sur lequel il serait important d'aller, je pense, en tant que parent, c'est d'accueillir ce qui se passe au moment où ça se passe. C'est ça. Et ben, il y a des moments où on est, comme tu dis, des moments où on sort de nos gonds, on est super en colère, voilà, et puis c'est ok, c'est l'émotion qui passe, et prendre conscience et prendre confiance à l'impermanence, pour aussi se dire que ok, là c'est comme ça, plus tard ce sera autrement. Observer la parentalité dans sa globalité, et de tout ce qu'elle offre en variété émotionnelle et de rebondissement, quoi. Mais d'être ok avec tout ce qu'elle offre. Oui, c'est vrai, c'est très important ce que tu dis, Lika, parce que notre génération de parents, c'est des parents qui veulent bien faire. Bien sûr. On a tous vécu des choses avec nos parents qui font que, même si on est dans la gratitude ou pas, il y en a qui sont encore très blessés, fâchés, qui promettent, qui veulent faire de leur mieux pour ne pas répéter les erreurs et veulent mieux faire pour leurs enfants. Et du coup, il y a un engouement énorme pour toutes sortes d'approches parentales qui sont justement dans la... pas de conflit, dans la joie, etc. Et c'est un piège en fait, parce que je suis sûre qu'il y a des livres extraordinaires avec des outils excellents que moi-même j'adore et que j'utilise et qui m'ont énormément aidé avec mes enfants. Mais il faut faire très attention, comme tu dis, à ce mot objectif, parce que si mon objectif c'est d'être une famille parfaite, une maman tout le temps souriante, où il y a une absence de conflit, et que dès qu'il y a un conflit, ça veut forcément dire que j'ai pas bien suivi le livre, ou mon enfant, il y a quelque chose qui va pas, qui cloche en mon enfant, on est en train limite de dénaturaliser l'expérience familiale et parentale et la vie, quoi. Donc, il s'agit pas que d'être dans le positif. La pleine conscience, ce qu'elle permet, c'est d'accueillir la totalité de notre expérience. Et c'est naturel. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a la pluie, il y a le soleil. Et c'est pas mauvais la nuit, c'est pas mauvais la pluie, c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il s'agit pas tant de rendre les moments difficiles comme une défaite, ou comme ça veut dire que ça renvoie en moi un échec. Enfin, il faut s'y attendre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir comme objectif cette image de la famille parfaite, tout le temps bien, tout le temps disciplinée, tout le temps souriante. Non, c'est normal que des fois il y ait le chaos, c'est normal que des fois il y ait de la colère, c'est normal que des fois les parents soient fatigués, que les enfants ne veulent pas dormir, Donc, ce qu'on est en train de proposer dans cette approche de pleine conscience, c'est d'aider les parents à être dans la capacité d'accueil de tout ça. Et être dans l'accueil de tout ça, ce n'est pas être permissif et passif, c'est bien au contraire, c'est de ne plus être impulsif, parce que
la réalité ne correspond pas à ma fantaisie. Clairement. Et quand je ne suis plus dans parce que pourquoi je m'énerve, c'est parce que j'ai une définition de comment les choses doivent être et ma réalité ne correspond pas à cette définition. En vrai, c'est ça. Clairement. Quand je m'énerve parce que mon enfant prend 2 heures pour s'endormir, c'est parce que j'ai un film dans ma tête de comment le moment du dodo doit être. Et c'est pour ça que je souffre, en fait. Je souffre pas du dodo, du manque de dodo de mon enfant. Je souffre de la non-acceptation de ce moment. Clairement. C'est de ça que je souffre. Donc, quand je travaille sur l'acceptation, il y a moins de résistance, mon énergie change et même mon enfant est beaucoup plus réceptif. Et donc, naturellement, il y aura moins de conflits. Oui. Mais ça ne vient pas du contrôle. Ça ne vient pas d'actions qui vont créer de la peur ou de la séparation. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y a des outils qui marchent. On peut très bien dire à nos enfants 2 mots et puis hop, ils sont au lit. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez atteindre un objectif à court terme, tant mieux. Mais après, ne vous étonnez pas si votre enfant, à 18 ans, il a envie d'aller vivre très, 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 très loin de vous. Voilà quoi. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à vouloir instaurer des règles et un cadre à la maison. Au contraire, les enfants en ont besoin. Oui. Mais c'est-à-dire que nous sommes dans le constat que si tout ce qui va mal dans le monde aujourd'hui, c'est le résultat de gens qui essaient de contrôler, en fait. De contrôler l'autre, de croire qu'on est supérieur à l'autre, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans l'éducation ou que ce soit... Donc, et c'est cette illusion-là qui crée un environnement de peur et justement de division. Et tout ça, c'est pas que dans la rue, c'est pas que dans les infos, c'est aussi à la maison. Et ça commence à la maison. Clairement, Voilà, donc quand on instaure ces croyances qu'une personne est plus forte que l'autre, qu'une personne peut dominer l'autre, que l'enfant, bien sûr, dans son impuissance peut adhérer ou alors peut se révolter, mais il y a d'autres façons de créer de l'ordre, il y a d'autres façons de créer un cadre. C'est ce qu'on entend. Tu nous rappelles que toutes ces personnes, ont été enfants. Oui. et que tous nos enfants vont être à un moment offerts au monde. Oui. C'est ça. On oublie. On oublie et des fois, j'aime bien dire, juste de voir que, en fait, même des fois, je reçois des papas, des mamans, enfin, des gens de tous les âges, mais et des fois, il m'est arrivé d'avoir des personnes, tu vois, de grandes personnalités, par exemple, et les gens vont croire que ça doit être intimidant de recevoir un homme d'un certain âge ou d'un certain statut. Mais en fait, non, parce que quand tu vois tout le monde à travers, dans ses yeux, quand tu vois l'enfant en lui, c'est ça. Il y a une espèce de désarmement, une espèce de... Et c'est ça, en fait, d'aider les personnes à aussi se reconnecter à cette partie d'eux-mêmes, de leur rappeler qu'eux aussi ont été enfants. Et en se rappelant que nous aussi on était enfants, c'est ce qui nous permet de comprendre nos enfants. Et ce n'est que comme ça. On ne peut pas avoir de la compassion pour nos enfants si on n'en a pas d'abord pour nous-mêmes. On ne peut pas nous connecter à nos enfants et avoir un lien fort avec notre enfant si on n'a pas déjà un lien fort avec nous-mêmes. Bien sûr. Donc, revisiter notre enfance, il ne s'agit pas de ressasser un passé difficile. Je ne sais pas du tout ce que je propose, mais c'est juste de reconnaître qu'il y a eu un passé, il y a eu une histoire. Oui. On n'est pas là pour la réécrire, on n'est pas là pour réveiller des choses, mais juste de reconnaître que, en fait, si je souffre aujourd'hui, avec mon enfant en l'occurrence, ce n'est pas parce que j'ai vécu cette enfance ou cette histoire, mais c'est parce que j'ai donné un certain sens à mon histoire. Donc, ce que je peux faire, c'est lui donner un nouveau sens. Je ne peux pas changer l'histoire, mais je peux changer le sens. Je peux lui accorder un nouveau sens. Et je peux trouver une paix, je peux me pardonner, je peux pardonner aux autres. C'est un chemin, c'est pas facile. Mais en faisant ça, forcément, le plus on cultive une paix intérieure,
le plus on peut offrir aussi à nos enfants une possibilité d'une relation authentique et profonde. C'est vrai, ouais. Merci Khadija. Écoute, je pense qu'on pourrait encore parler très longtemps, mais ce que je vais te proposer, c'est d'aller vers la fin de ce premier épisode, de rester sur ces mots-là qui doivent prendre le temps de diffuser, enfin d'infuser un peu, parce que c'est quand même pas simple de prendre conscience de tout ça mais ça demande un cheminement personnel, donc donc c'est en ça que c'est très précieux. Par quel mot tu voudrais finir? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Une petite phrase, une inspiration qui te vient là pour conclure quelque chose que tu voudrais laisser comme ça aux auditeurs? Eh bien, j'ai parlé juste maintenant du pardon et je sais que c'est un sujet compliqué qui peut être très douloureux pour certains. Et j'aimerais juste inviter une citation que j'aime beaucoup. J'ai cherché longtemps la définition du pardon, mais celle qui m'a le plus parlé, c'était « Pardonner, c'est abandonner l'espoir d'un passé différent. » Je crois que c'était ça. Ouais. Pardonner. Attends, je crois que c'est ça. Ouais. Pardonner, c'est abandonner l'espoir d'un passé nouveau. Je pense un truc comme ça. En tout cas, ça me parle parce que bien sûr que c'est ne pas espérer que les choses soient différentes de ce qu'elles ont été. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi, Lika, vraiment. C'est un sujet tellement grand. Et je sais qu'on a dit beaucoup de choses et en même temps, on n'a pas beaucoup de temps pour... Oui, non, mais on aura d'autres occasions. Vraiment, j'aimerais tellement qu'on puisse prolonger cet échange et on pourrait poster de temps en temps des épisodes où on discute encore pour prolonger. Oui. En tout cas, j'invite les auditeurs à se libérer de toute pression de croire qu'il faut tout capter ou tout comprendre. Des fois, juste faire confiance que s'il y a un mot, une phrase ou quelque chose qui a atterri et qui résonne, qu'il reste avec ça et qu'il reste ouvert à ça. Oui, c'est tout. Complètement. Confiance. Bon courage à tous les parents, surtout en ces temps, vraiment de tout cœur avec tout le monde. Et merci Lika de créer cet espace dont on a besoin aujourd'hui. Merci. Merci à toi, Khadija. À très bientôt. À bientôt, Lika. Merci. Au revoir. Je vous avais promis une pause. J'espère que vous avez pu en profiter. Khadija n'est-elle pas, comme je vous l'avais présentée, douce et passionnante? En invitée d'honneur, elle aura assurément d'autres occasions pour échanger avec moi. Parce que sur un épisode si court, avec tant de choses à dire, ça peut être frustrant de ne pas aller au fond de certains sujets et nous prendrons ensemble plaisir d'y revenir. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir par un petit commentaire, peut-être sur les réseaux sociaux, quelques étoiles ou une petite note sur votre plateforme d'écoute. Cela permettra une plus grande visibilité pour ce tout nouveau podcast. Je vous invite également à vous abonner à la page, vous abonner au podcast pour être tenu informé des prochains épisodes. Je vous glisse en commentaire les contacts de Khadija pour vous permettre de suivre son actualité et éventuellement la contacter. Si vous êtes intéressé à suivre, pourquoi pas un cycle, un atelier, un programme en ligne sur la parentalité en pleine conscience, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Khadija. De nouvelles choses arrivent. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour poursuivre cet échange et me faire part de votre expérience parentale. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Prenez soin de vous.